un meurtre sur gage. Cet homme veut la mort de sa femme et il est prêt à payer pour l'obtenir. C'est un acte lâche, l'un des plus lâches que je puisse imaginer. L'agent Ken Crook de l'ATF se spécialise dans la prévention de tels assassinats en jouant lui-même le rôle de tueur professionnel. J'essaie de savoir s'ils veulent vraiment passer à l'acte. Cette fois-ci, afin de sauver la vie d'une femme et de son bébé, Ken Crook s'infiltrera très loin, jusque derrière les barreaux. L'infiltration, le déguisement et la duplicité sont parfois les seuls moyens pour arrêter de dangereux criminels. Mais pour les agents qui choisissent cette double vie, le prix à payer peut être énorme. C'est une scène brutale et troublante. Une jeune femme gît sur le bord d'une rivière, tuée d'une balle à la tête. Un enquêteur prend des photos macabres. Mais la scène a quelque chose d'étrange. Il s'agit d'un réel enquêteur, mais le crime est faux. Il fait partie d'une opération complexe visant à empêcher un meurtre sur gage. L'agent Ken Crook s'exposera au danger en s'infiltrant là où il n'est encore jamais allé. En prison. À Boston, le lundi 21 mars 2005, Michael Curran, un agent de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, reçoit un appel d'un informateur, un détenu de l'établissement correctionnel du comté d'Essex. L'informateur m'a dit qu'il côtoyait un autre détenu, du nom de Guillermo Vasco. Celui-ci cherchait quelqu'un de l'extérieur de la prison qui pourrait assassiner sa femme et leur fille. L'ATF doit traiter cette information avec prudence. Vous devez découvrir la motivation de l'informateur. Dans ce cas-ci, le suspect ne devait pas être l'objet d'accusations criminelles sans raison. Ce que les agents vont apprendre à propos de Guillermo Vasco et de sa femme, Trisha Vasco, rendra cette information très plausible. Les Vasco sont mariés depuis environ 5 ans. Ils se sont rencontrés alors que Trisha visitait le pays natal de Guillermo, l'Équateur. Toutefois, au début de l'année 2004, peu après la naissance de leur premier enfant, Trisha apprend à son mari qu'elle veut divorcer et qu'il doit quitter la maison. Guillermo est furieux. Il ne permettra pas que son mariage se termine ainsi. Le mercredi 5 mai 2004, Guillermo Vasco arrive au domicile de sa femme, soi-disant pour visiter sa fillette. Mais il a autre chose en tête. C'est à la sergente Sheila McDade que Trisha raconte en premier sa version des événements. Ce jour-là, il lui a annoncé qu'il avait été accepté à une faculté de droit aux États-Unis et qu'il voulait se réconcilier avec elle. Trisha lui répond qu'elle est heureuse pour lui, mais qu'ils ne reprendront pas leur vie de couple. Même si Trisha résiste à la réaction violente de Guillermo, il réussit tout de même à la traîner dans la chambre à coucher. Il l'a immédiatement bâillonnée avec du ruban adhésif et a sorti un couteau. Elle se débattait. Rapidement, il lui attache les bras au lit et la viole. Ensuite, il est confus et plein de remords. Il avait apporté une pile de vieux courriels et de lettres d'amour, et il lui a rappelé à quel point ils avaient été amoureux. Trisha l'observe avec terreur, alors qu'il passe de la colère aux larmes. Il lui a dit « C'est ici que tous nos problèmes ont commencé et c'est ici qu'ils vont se terminer. Aujourd'hui, nous irons tous au ciel. » Selon Trisha,
Guillermo repart en la laissant attachée au lit. Il revient avec un bidon d'essence. Trisha a pu le convaincre de lui retirer son bâillon afin qu'elle puisse lui parler. Luttant contre la panique, Trisha Vasco se rend compte qu'elle a une chance de sauver sa vie et celle de sa fille. Elle dit à Guillermo qu'elle l'aime encore et qu'elle veut qu'il revienne. Il semble croire à ce mensonge. Il a fini par la libérer. Plus tard, ils ont planifié de déménager au Canada et de là, de retourner en Équateur. Pour se rendre au Canada, Trisha avait besoin d'un certificat de naissance qu'elle pouvait obtenir à l'hôtel de ville. Dès qu'ils arrivent à l'hôtel de ville, Trisha s'échappe avec sa fille et appelle à l'aide. Guillermo est arrêté et accusé d'enlèvement, de viol et d'agression. On le jette en prison, en attente de son procès. Maintenant que son mari est derrière les barreaux, Trisha se croit en sécurité. Mais elle se trompe. Quand Vasco apprend que sa femme a officiellement demandé le divorce, c'est la goutte qui fait déborder le vase. S'il est reconnu coupable, il risque de purger une longue peine de prison. Et même s'il en sort, son mariage est fini. Mais Guillermo ne renonce pas. Incarcéré à l'établissement correctionnel du comté d'Essex, dans la ville de Middleton, Guillermo dit à un détenu qu'il veut faire assassiner sa femme. La bonne nouvelle pour Vasco, c'est que ce détenu connaît quelqu'un, un ami de longue date, en qui il a confiance et qui pourrait s'en occuper. La mauvaise nouvelle pour Vasco, c'est que cet ami est en fait l'agent Ken Croak de l'ATF, qui travaille comme agent d'infiltration depuis près de 10 ans. Comme c'est toujours le cas, Ken ne peut parler que sous le couvert de l'anonymat. Pour lui, le travail d'infiltration représente tout un défi. Chaque opération me met face à différents types de personnalités, certaines agressives, d'autres pas. Il faut s'adapter à chaque personne et j'aime bien cet aspect du travail. La spécialité unique de Ken Croak en fait l'agent tout désigné pour s'occuper du cas Vasco. Il s'infiltre en tant que tueur à gages. Et chose surprenante, c'est un rôle qu'il a souvent dû jouer. Les meurtres à forfait semblent être plutôt courants, surtout chez des hommes qui désirent faire assassiner leurs femmes. En fait, la dernière mission de Ken en tant que tueur à gages remonte à environ 1 an avant l'affaire Vasco, alors qu'il a épinglé un certain Harold Stonier. Harold Stonier est entré en communication avec quelqu'un qui l'a mis en contact avec un agent d'infiltration, lequel m'a ensuite présenté comme étant un tueur à gages. Lorsque Ken rencontre Stonier, il se fait passer pour un tueur professionnel chevronné. La rencontre se déroule dans une voiture munie de caméras de surveillance de l'ATF. Lorsque Stonier monte dans la voiture, Ken est assis sur le siège du conducteur, tandis qu'une autre agente de l'ATF, qui se fait passer pour sa complice, est assise à l'arrière. Ken sait ce que les gens attendent d'un tueur à gages, et il joue son rôle. Question for you, which the question he gave to me, is how important is it to you that they find the body? I'm a hitman. Je suis un tueur à gages. Peu importe ce qu'on dit à la télé ou ailleurs, la bonté ne fait pas partie de la personnalité d'un tueur professionnel. J'essaie de savoir s'ils veulent vraiment que je passe à l'action. Comment et quand. Stonier est déterminé, et il est prêt à fournir au tueur à gages tout ce dont il aura besoin pour commettre l'assassinat. Il était si précis qu'il m'a fourni une carte et une clé et m'a dit quels étaient les meilleurs moments pour entrer dans la maison et assassiner sa femme. Unless you were afraid that I was setting you up or something, I think that's the best place to do it. Une constante de ce type d'enquête est le fait qu'ils planifient tous précisément la façon dont ils veulent que le meurtre soit accompli. Ils peuvent changer d'idée lorsque nous en discutons, mais
Ils ne diront pas « tu l'as, peu importe comment ». Ils ont un plan. Le plan de Stonier est horrible. You put her in the car. Later that night, you come back, spread some gasoline in around there or whatever, and ignite it, and you're out of there, right? Then the car burns up. That makes it more difficult to determine the time of death. Le plan de Stonier, c'est de quitter le pays au moment du meurtre. Il ne voulait pas connaître la date de l'assassinat. Il voulait seulement s'assurer d'être à l'extérieur du pays à ce moment-là afin d'avoir un solide alibi. Toutefois, ce qui choque le plus Ken, c'est que Stonier a un jeune fils et qu'il lui importe peu que celui-ci soit témoin du meurtre de sa mère. Ça ne le dérangeait pas que l'enfant soit à la maison quand je le ferais. Ça ne le dérangeait pas que l'enfant voie sa mère morte par terre. Il a simplement dit, en partant, ferme la porte pour qu'il ne sorte pas. Cependant, l'assassinat commandé par Stonier ne se déroule pas vraiment comme il le prévoyait. Il est plutôt arrêté en mars 2005. Et grâce à la vidéo de surveillance filmée pendant le travail d'infiltration de Ken, Stonier est reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison. Malgré toute son expérience dans des affaires de meurtre sur gage, l'agent Croak ne comprend toujours pas ceux qui engagent des tueurs. Pour moi, c'est l'acte le plus égoïste. Vous faites tuer quelqu'un parce qu'il vous dérange et que vous ne voulez pas le faire vous-même. Quelques semaines après la condamnation de Stonier, les agents sont mis au courant du plan de Guillermo Vasco en vue de faire éliminer sa femme. Il veut ainsi s'assurer qu'elle ne pourra jamais témoigner contre lui à son procès. L'ATF réagit immédiatement. L'ATF considère ces cas comme des appels d'urgence, car le risque est que si la personne n'est pas satisfaite du tueur contacté, elle trouvera un autre tueur pour faire le travail. Ken Croak et ses collègues savent que s'ils veulent sauver la vie de Tricia Vasco et de sa fillette, Ken doit être employé comme tueur à gages. Les agents se mettent rapidement au travail. Nous avons demandé à l'informateur de rester en contact avec Vasco afin de nous avertir immédiatement s'il cherchait un autre tueur à gages. Les agents doivent d'abord préparer le terrain pour l'opération d'infiltration de Ken Croak. Ils se servent de l'indicateur en prison afin d'obtenir de l'information de première importance. Nous avons dit à l'informateur de demander à Vasco tous les renseignements à propos de sa femme et de ses activités habituelles. Vasco fournit plus d'informations que les agents ne l'espéraient. Il consigne par écrit des renseignements détaillés sur sa femme et ses activités quotidiennes et dessine un plan de la maison. Son plan était extrêmement détaillé. J'ai compris tout le temps qu'il avait mis à le dessiner avec une foule de détails. J'étais stupéfait. Ce plan constitue un élément de preuve convaincant, mais ne suffit pas à assurer une condamnation. Pour l'agent Ken Croak, c'est le moment d'agir. Pour tenter de sauver 2 vies, il jouera le rôle d'un tueur professionnel. Pour ce faire, il devra se retrouver seul en prison, afin de rencontrer son client en personne. Boston, avril 2005. L'agent Ken Croak de l'ATF débute une opération d'infiltration qui vise à empêcher un meurtre à forfait. Guillermo Vasco veut faire assassiner sa femme, mais l'ATF le surveille. Vasco est déjà derrière les barreaux parce qu'il a agressé son épouse. En prison, un informateur établit le lien entre le meurtrier en puissance et les agents. Afin de prouver la culpabilité de Vasco, l'ATF doit y aller avec précaution. Ken Croak ne peut pas persuader Vasco de commettre un crime. Mais si l'agent d'infiltration peut convaincre Vasco de faire affaire avec lui, l'ATF pourra recueillir secrètement des preuves et empêcher un meurtre. Première étape. L'informateur dit à Vasco de communiquer avec un tueur à gages de l'extérieur en lui écrivant ses intentions. À l'établissement correctionnel du comté d'Essex, tout le courrier est lu par les autorités. Vasco fait donc preuve de ruse. Il choisit soigneusement ses mots afin que ses intentions ne soient comprises que par le tueur à gages.
Il faisait référence à un chien pour désigner sa femme et à un chiot pour désigner leur fille. L'intention de cette lettre est évidente. Il y dit que le chien est vieux et fatigué. Dans cette lettre, Vasco dit que le chien de la famille devra être endormi. La signification semble évidente aux agents, mais ils savent que cela ne suffit pas pour porter des accusations d'homicide à forfait. Des cas semblables ont déjà été déboutés. Lors d'une affaire précédente, l'accusé avait dit qu'il ne voulait pas réellement aller jusqu'au bout. Je devais donc aller rencontrer Vasco et le faire parler, décoder ses messages à propos du chien, lui demander s'il s'agissait de sa femme et orienter la conversation dans cette direction. Il sait également qu'une faille dans son jeu peut mettre immédiatement en danger la vie de Trisha, l'épouse de Vasco. Cet homme veut faire assassiner sa femme. S'il ne croit pas que vous êtes un tueur professionnel, il trouvera quelqu'un d'autre. L'agent est prêt à entreprendre sa nouvelle mission d'infiltration comme tueur à gages. Cependant, cette opération sera différente des précédentes, car il devra rencontrer sa cible derrière les barreaux. Dans ce cas particulier, je devais rencontrer quelqu'un qui était déjà en prison, où les possibilités de conversation en privé étaient restreintes. Nous avons donc dû trouver une façon d'y arriver. Nous avions conçu un plan selon lequel l'agent Croak s'introduirait dans l'établissement correctionnel du comté d'Essex en tant qu'avocat. Un visiteur ordinaire devrait rencontrer Vasco dans une salle publique, où n'importe qui pourrait entendre leur discussion. Seuls les avocats peuvent rencontrer les détenus en privé. Le double rôle que jouera Ken sera délicat, celui d'un tueur à gages qui se fait passer pour un avocat. Dans ce type de mission d'infiltration très délicate, les gens doivent comprendre les risques que courent les agents. Ils jouent un rôle. Ils doivent être d'excellents acteurs capables de remporter un prix d'interprétation. Autre défi, Ken rencontrera un homme au tempérament vif, sujet à de violents accès de colère. Guillermo Vasco aurait pu décider de l'attaquer. Il y avait également le risque que d'autres détenus reconnaissent l'agent Ken Croak. Je n'ai jamais été identifié au cours d'une opération. Il arrive parfois des situations où vous l'échappez belle, mais vous l'ignorez, car vous ne savez pas ce que l'autre personne voit, entend ou pense. L'agent Matthew O'Shaughnessy gère toute l'opération, mais n'a aucune prise sur ce qui pourrait se produire à l'intérieur de la prison. Moins il y a de personnes au courant de l'opération, moins grand est le risque que Ken Croak soit démasqué. C'est pourquoi l'agent O'Shaughnessy s'est assuré qu'un seul employé de l'établissement correctionnel du comté d'Essex connaisse l'identité réelle de Ken. Une prison, c'est un peu comme une maison. Si un enfant y amène un ami, tout le monde le sait. Tout ce qui déroge à la norme à l'intérieur d'une prison va tout de suite être perçu par les détenus et cela pourrait compromettre toute l'opération. Le mardi 26 avril 2005. J'ai conduit l'agent Croak à la prison. Il portait un dispositif d'enregistrement du son et de l'image, mais aucun émetteur qui m'aurait permis d'écouter la conversation, ce qui est habituellement le cas lors d'enquêtes d'infiltration. Sans moyen de communication avec son équipe de soutien, et alors qu'une seule personne à l'intérieur connaît son identité, Ken est livré à lui-même. Il pénètre dans l'établissement correctionnel du comté d'Essex pour son rendez-vous avec Guillermo Vasco. Malgré son dispositif d'enregistrement sonore et sa minuscule caméra filmant la rencontre, l'équipe de soutien ne saura ce qui s'est passé que lorsqu'il ressortira de la prison. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur, s'il risquait de se faire attaquer par Guillermo Vasco ou s'il courait un risque en se faisant passer pour un avocat. Le personnel de la prison ignorait qu'il était un agent d'infiltration. Les caméras de surveillance et celles qu'il porte filment son arrivée
alors qu'il joue son premier personnage. Lorsque j'entre, je suis l'avocat tant que je n'ai pas pénétré dans la salle réservée aux rencontres avec les avocats. Là seulement, je deviens le tueur à gages. Lors de cette première rencontre, si Ken ne réussit pas à convaincre Vasco qu'il est vraiment un tueur professionnel, toute l'opération échouera. Il faut filmer et enregistrer le plus d'éléments de preuves possible. Il faut les faire parler et recueillir le plus d'éléments de preuves possible. Il a choisi avec soin des vêtements décontractés, pas de complet. Je me faisais passer pour un avocat dans une prison. Cependant, au lieu d'être rassuré, Vasco est méfiant devant l'allure décontractée de Ken. Il demande à Ken pourquoi il n'est pas vêtu comme un avocat. La tension est palpable. Si vous ne répondez pas correctement, vous êtes cuit. Vous n'en sortirez pas vivant. Vous devez connaître votre rôle. Ken a prévu la réponse parfaite. Dans une prison, un avocat porte un jean et un t-shirt. Il ne porte pas un complet comme au tribunal. Ken doit affronter un autre défi. Aucune salle privée n'est disponible pour l'instant. Ces deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés et qui s'apprêtent à discuter de vie et de mort se retrouvent dans un couloir, sans intimité. Dans ce couloir, nous ne pouvions rien faire. J'étais très mal à l'aise, tout comme le prévenu. On perçoit le malaise de Vasco, alors que les hommes se mettent à parler de banalités. Well, basically we got one big building up there, so like buildings around. On peut voir qu'il est très nerveux. Il m'observe de haut en bas, il regarde autour. Mais le plus grand défi de Ken reste encore à venir. Convaincre Vasco qu'il est un assassin professionnel et qu'il est prêt à tuer pour lui. Le 26 avril 2005, l'agent d'infiltration Ken Croak joue un double rôle difficile. Il se fait passer pour un tueur à gages qui prétend être un avocat. C'est en prison qu'il rencontre son client, Guillermo Vasco. Au début, ils attendent dans un couloir, sans vraiment pouvoir se parler en privé. Une salle privée se libère enfin, et les deux hommes peuvent s'entretenir seul à seul. Vasco n'est pas encore certain qu'il peut faire confiance à Ken. Il a renversé la chaise pour regarder en dessous. Il a regardé sous la table. Il cherche un micro ou un émetteur. C'est Ken qui les porte, mais Vasco ne songe pas à le fouiller. Les hommes finissent par parler affaires. J'ai tout de suite abordé le motif de ma visite. Soit qu'il m'engage afin d'assassiner sa femme. Vasco avait entrepris les négociations en écrivant une lettre codée qui aborde le sujet du meurtre en parlant d'un animal de compagnie qu'il faut endormir. Manifestement, Vasco s'est préparé pour cette rencontre. Nous avons parlé de la lettre et j'ai mentionné en avoir oublié certains détails. Il a répondu « Eh bien, je l'ai ici » et il l'a sorti. Cette lettre contenait le scénario de ce qu'il voulait. Vasco commet là une grosse erreur. En apportant lui-même la lettre au rendez-vous, il fournit exactement ce que cherche l'ATF. Ken sait qu'ainsi, le jury comprendra que c'est Vasco lui-même qui a rédigé la lettre. Ken doit maintenant l'amener à déchiffrer le contenu de la lettre. Vasco doit expliquer sans équivoque l'intention de cette lettre. Ken n'a pas à attendre longtemps. I want to read the letter again to you, so you may remember. I heard that our friends and their dog, Nikki, will take this trip down there. However, I believe that Nikki is very old and she's sick. She wants to buy this trip. À un moment, je l'ai interrompu lorsqu'il parlait du vieux chien Nicky. The old dog. Now, this is Kevin saying Nikki. Nikki is His wife. my wife. Okay. So,
We need to put her to sleep. Il fait une pause et lève les yeux. Et là, il insiste en demandant « Tu comprends bien lorsque je dis endormir ?» J'ai acquiescé. Son intention ne laisse pas de doute. Il parle même d'un autre cas tristement célèbre d'un homme qui a assassiné sa femme. But I don't want that happen. What happened with this guy? No, I know what you're talking about. He's an idiot. He was fishing. He was an idiot. That's not how I do business. Il a parlé du meurtre de Lacey Peterson et d'autres cas. Il savait ce qu'il voulait. Il disait « Quelle erreur ce gars a-t-il faite? Je ne veux pas me tromper. Je veux que ça réussisse. » Vasco parle même de l'endroit où sa femme devrait être enterrée, à 3 mètres sous terre, dans un état voisin. She never liked this area anyways. So then, if we can bury her out like Massachusetts. Now, what do you mean by that? You want her out of? Do you care? Yes, out of here, Massachusetts. You care though? Ken suggère de mettre le corps dans un baril et de le faire couler dans l'Atlantique. It's all coast. I got a boat. She goes in, lower into those drums. Drink the drums. Gone. It's all cement inside the drums. Cement and rock. How heavy is? How heavy? Yeah. Like 200 pounds, just the weight. Alone. It's just the weight and load. And then you put her in. Okay. I think I might be agree with that. Toutefois, Vasco apporte une modification à son plan original. Il avait d'abord écrit qu'il fallait aussi endormir Candy, le chiot de Nicky, ce qui signifiait que la fille de Vasco serait assassinée avec sa mère. And this is the puppy. Here is. Yeah, boy or girl. It's a girl. Vasco a changé d'idée et veut maintenant que sa fille soit épargnée. Il veut que Croak l'enlève et l'envoie dans sa famille, en Équateur. Le dernier détail, et non le moindre, que Ken doit régler, est le prix de son travail, c'est-à-dire combien il sera payé. Il faut qu'il y ait un paiement. Personne ne le ferait gratuitement. Sinon, il n'y aurait pas de marché conclu et le tribunal trouverait ça suspect. Il devait me verser un premier paiement, un petit montant de quelques centaines de dollars afin de couvrir mes dépenses, mais le gros du paiement allait provenir de sa famille lorsque je le rencontrerai en Équateur après sa libération. Bien que la rencontre se soit bien déroulée, Vasco n'est pas encore entièrement convaincu que Ken est un tueur. À la fin de cette rencontre, il a voulu me donner l'accolade. Nous allons le voir ici dans une seconde. Il a voulu me serrer dans ses bras pour savoir si je portais un émetteur ou un dispositif d'enregistrement quelconque. Or, Ken porte un micro et une caméra cachée qui enregistrent tout. Il doit trouver un moyen pour ne pas que Vasco les découvre. Je l'ai attrapé par les bras et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais? Ça ne se fait pas, je suis ton avocat. Allez, va-t'en. » Et je l'ai fait sortir de la salle. Ken l'a échappé belle. Mais il veut s'assurer que le marché tient toujours. Lorsque l'informateur de l'ATF lui apprend, quelques jours plus tard, que Vasco a la frousse, il l'appelle pour vérifier. Il était absolument catégorique. Il a dit « Non, tu as le feu vert. Vas-y, il faut le faire. Plus j'obtiendrai de preuves, mieux ça irait au procès. » Il ne pouvait plus dire « Je l'ai mentionné une fois, mais je ne voulais pas vraiment aller jusqu'au bout. » Cependant, Ken a déjà vécu une telle situation. Et suite à cette expérience, lui et l'agent O'Shaughnessy décident de passer à l'étape finale, qui enfoncera le dernier clou de l'affaire Vasco. Dans un cas semblable, l'accusé avait allégué qu'il ne voulait pas réellement aller jusqu'au bout, même s'il en avait parlé. Là, Vasco ne s'en sortirait pas. Afin que Vasco confirme son intention réelle, l'ATF veut l'enregistrer alors qu'il reconnaît les faits après l'accomplissement du meurtre. Les agents doivent donc régler la mise en scène parfaite pour convaincre Vasco que son souhait a été réalisé. Avril 2005. L'agent d'infiltration Ken Croak enquête sur un cas de meurtre à forfait dans la région de Boston.
il est convaincu que Guillermo Vasco a vraiment l'intention de faire assassiner sa femme. Ken sait qu'il est difficile de prouver une accusation d'intention d'homicide à forfait. Il a déjà rencontré Vasco en prison. Il l'a même filmé décrivant un complot pour meurtre. Il précise même comment il faudra se débarrasser du corps. I put her in the drain with some weights. She goes down, gets eaten. Well, it's not for what. Afin d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil, Ken Croak et son collègue Matthew O'Shaughnessy conçoivent un plan machiavélique. Ken commettra l'assassinat. Un assassinat factice, dont il remettra les photos à Vasco. C'est ce que l'ATF avait déjà fait dans d'autres cas, et cela convenait très bien au cas Vasco. Nous pouvions le faire parce que Guillermo Vasco se trouvait en prison. Ils doivent d'abord convaincre l'épouse de Vasco, Trisha, de jouer son propre rôle dans cette mise en scène macabre. Elle ne sait pas encore que sa tête a été mise à prix. Comme son mari est derrière les barreaux, elle se croit en sécurité. Elle ignore que sa vie est en danger. Croak et O'Shaughnessy lui rendent visite, l'informent du complot tramé contre elle et du plan en vue de le déjouer. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle avait déjà subi une violente agression et tentait de refaire sa vie. Et voilà que nous venions lui apprendre que son mari voulait la faire assassiner. Ils lui expliquent le plan. Ils l'emmèneront dans un endroit isolé. Avec l'aide d'une maquilleuse, elle jouera le rôle de son propre cadavre avec une balle dans la tête. Elle a presque immédiatement accepté. Elle savait qu'ainsi, nous pourrions mettre son mari en prison pendant longtemps. Avec la collaboration de Trisha Vasco, l'opération s'accélère. L'agent O'Shaughnessy a fait appel au service de la maquilleuse Henny Koenig. Matthew m'a dit « Je pensais à une blessure par balle. Il faut qu'elle ait l'air amochée. » J'ai répondu à la blague « Pourquoi pas une balle de calibre 22 ?» Et il a dit « Oui, c'est ça. » Le maquillage devra être parfait afin de convaincre Vasco que sa femme est morte. J'ai souvent reproduit des blessures par balle, avec toutes sortes de matériaux, du latex, de la gélatine, de la cire, sans budget ou avec d'énormes budgets. J'avais effectivement beaucoup d'expérience. La séance de maquillage terminée, l'équipe se rend sur les lieux du crime. Nous étions silencieux. Je me disais, j'ai hâte d'en finir, j'espère bien réussir du premier coup. L'atmosphère était tendue pendant le trajet. Pas très loin du poste de police, l'agent O'Shaughnessy s'est arrêté, a ouvert l'arrière de la fourgonnette et y a mis un baril. Ce baril est censé contenir le corps qui sera jeté dans l'Atlantique, comme convenu dans le complot préparé par Ken Croak et Guillermo Vasco. Le meurtre factice aura lieu au bord d'un lac, près de Boston, un endroit qui ressemble au littoral du Maine, où Ken Croak a promis à Vasco de se débarrasser du corps de la victime. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, Trisha est calme. Pour les photos, elle reste allongée au sol sans bouger. Je savais que je ne pouvais pas lui demander de recommencer en raison du traumatisme que lui causait le fait de jouer sa propre mort. Je crois qu'en 2 ou 3 minutes, nous avions trouvé l'emplacement et installé Trisha Vasco sur le sol. Nous avons procédé très rapidement afin de limiter le temps que Mme Vasco passerait à jouer sa propre mort. Nous ne voulions pas que cela dure toute la journée. Nous n'avons pas passé plus de 10 ou 15 minutes à cet endroit. Ce fut rapide. C'est maintenant le moment décisif. Si les photos incitent Guillermo Vasco à confirmer son rôle dans la mort de son épouse, l'équipe aura la preuve nécessaire à sa condamnation.
Mais ces photos pourraient tout aussi bien l'entraîner à nier le rôle qu'il a joué dans ce crime, ce qui réduirait à néant les efforts des agents Croak et O'Shaughnessy. Des accusés ont déjà dit, et j'en ai parlé, et j'ai pensé le faire, mais je n'allais pas réellement mettre le plan en exécution. Cependant, dans ces cas, nous n'avions pas préparé des photos de l'homicide pour les montrer ensuite à l'accusé. Grâce à ces photos, les agents croient avoir un cas irréfutable. Il faut simplement que Vasco confirme ses intentions une dernière fois, afin que l'agent d'infiltration Ken Croak puisse garder en prison ce meurtrier en puissance. C'est le moment où l'agent Ken Croak de l'ATF doit retourner une fois de plus à l'établissement correctionnel du comté d'Essex en se faisant passer pour un avocat et un tueur à gages. Est-ce que quelque chose l'aura effrayé depuis la dernière fois? Aura-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Ken et son collègue Matthew O'Shaughnessy ont un plan. Ken révisera encore une fois le scénario prévu pour l'assassinat de Tricia Vasco. Puis, il surprendra Guillermo Vasco par une stupéfiante révélation. Ken s'est préparé de la même façon que pour la rencontre précédente, à un détail près. Lors de leur dernier rendez-vous, Vasco s'est méfié de la tenue décontractée de Ken, pourtant normale pour un avocat se rendant en prison. Pour ma deuxième rencontre avec lui, je portais donc un complet. Même si j'étais le seul avocat dans cette prison à porter un complet, cela le mettait plus à l'aise. Une fois dans la salle privée, Ken revoit le plan en détail. Puis je lui dis, je voulais m'assurer que tu voulais réellement que ce soit fait, car c'est déjà fait. C'est le moment de vérité. Vasco croit maintenant que sa femme est morte. Dernière étape. Ken montre à Vasco les photos du crime. Les photos truquées prises avec la complicité de Tricia Vasco. Il regarde les photos, les étudie attentivement et s'arrête sur un des gros plans de la tête de sa femme et me demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il regarde ses photos, il est très concentré, puis vous voyez cet affreux sourire qui apparaît sur son visage. Un sourire de satisfaction. L'astuce de l'ATF a fonctionné exactement comme prévu. Vasco a vu les photos et a donné son approbation définitive. J'attendais sa réaction. Il n'a pas réagi comme je m'y attendais. Je croyais qu'il aurait quelques remords, des regrets, des questions. Je ne m'attendais pas à le voir aussi heureux et enthousiaste. Sans aucun doute, Vasco est ravi du résultat. Mais il veut que Ken lui dise une dernière chose avant de repartir. Il voulait connaître ses derniers mots. J'ai ajouté qu'au moment de Thierry, j'avais dit « c'est de la part de Guillermo ». Il était content de savoir que c'était les dernières paroles qu'elle avait entendues. La rencontre s'est conclue par une poignée de main et il m'a dit « Tu as gagné mon amitié, ma fidélité et ma confiance. Nous ferons d'autres projets ensemble. » Je me disais que bientôt, il me verrait avec mon insigne et qu'il n'y aurait pas d'autres projets. Aussi endurci que Ken puisse l'être face à de telles situations, ses réactions sont contraires à celles que l'on attendrait d'un tueur à gages. Lorsqu'il a vu les photos de sa femme morte et que j'ai vu de la joie sur son visage, je devais me retenir pour ne pas me jeter sur lui.
Ce gars était transporté de bonne heure, maintenant que le meurtre avait eu lieu. La rencontre se termine. Guillermo Vasco est peut-être heureux, mais Ken Croak l'est encore plus. Car il est convaincu qu'il détient suffisamment de renseignements pour faire condamner Vasco et garder Tricia et sa fillette hors de danger. En regardant la vidéo de la deuxième rencontre, j'en étais convaincu, car durant l'enquête, nous avions travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur de l'État. Après l'avoir aussi regardé, le procureur adjoint m'a confirmé que nous pouvions mettre Vasco en accusation. 2 semaines plus tard, on prépare une mise en accusation. Et Vasco va apprendre qu'il ne sortira pas de sitôt de la prison du comté d'Essex. Matthew O'Shaughnessy lui réserve une surprise. Je suis allé le voir en prison pour le questionner à propos de la disparition de sa femme et de leur fillette. L'agent O'Shaughnessy pourrait très bien lui annoncer la nouvelle immédiatement, mais il espère que Vasco avoue son crime, ce qui rendrait inutile la tenue d'un procès. À propos de la disparition de sa femme, Vasco a immédiatement affirmé qu'il ignorait où elle se trouvait et qu'il n'était au courant d'aucun acte répréhensible envers elle. Il a nié toute responsabilité relativement à sa disparition. L'agent finit par sortir de la pièce en lui disant qu'il reviendra avec quelqu'un qui lui rafraîchira la mémoire. L'agent Croak est entré. Il arborait son insigne d'agent spécial de l'ATF. Vasco s'est immédiatement mis à pleurer. Pour être bien franc, j'apprécie toujours ce moment. J'aime vraiment entrer dans la pièce et révéler à la personne. Tu croyais qu'on planifiait ce meurtre? Tu croyais faire assassiner cette personne innocente? Mais pendant tout ce temps, tu parlais à un policier. C'est terminé. Vasco ne peut que clamer son innocence. Immédiatement, il a tenté de blâmer d'autres personnes pour ses agissements, mais je crois qu'il savait déjà qu'il était cuit. Je crois qu'il s'est rendu compte que sa femme n'avait pas été assassinée au moment où je suis entré dans la pièce avec mon insigne. Mais ça lui a pris un moment. Il s'est dit, non seulement j'ai parlé avec un agent, mais en plus, ma femme n'est pas morte. Le 24 juin 2005, on dépose 5 chefs d'accusation contre Guillermo Vasco pour avoir utilisé un établissement de l'État afin de commander un meurtre à forfait. En novembre 2006, un jury le reconnaît coupable des 5 chefs d'accusation et le condamne à 20 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il sera déporté dans son pays d'origine, l'Équateur. Après le verdict de culpabilité, nous étions satisfaits de savoir que cet homme resterait derrière les barreaux pendant très longtemps et qu'il n'allait avoir aucune influence sur son enfant qui était encore très jeune. J'en étais très heureux pour moi et pour la famille. Tricia Vasco et sa fille vivent encore une vie tranquille en Nouvelle-Angleterre. Madame Vasco n'a pas voulu donner d'entrevue lors de cette émission. Ken Croak travaille toujours pour l'ATF comme chef d'équipe. Sa carrière d'agent d'infiltration est-elle terminée? Reprendra-t-il un jour du service comme faux tueur à gages? J'en suis certain. Sinon, nous aurions permis que son identité soit révélée. Je crois qu'il jouera encore un rôle d'infiltration dans l'avenir. Mais tant qu'il demeurera un agent d'infiltration, son identité sera tenue secrète.